Bon, alors aujourd'hui, on va voir le système solaire. Donc, je vais vous poser des questions, Monsieur Cosentino, sur le système solaire. D'abord, que veut dire le système solaire? Alors le système solaire, tout comme son nom l'indique, un système, c'est un ensemble de choses qui vont fonctionner. Alors j'ai employé un mot qui est un peu scientifique, en interaction. Là, les uns vont dépendre des autres. C'est un système. Tout comme on dit par exemple le système de la société, le système familial. Et bien là, c'est le système solaire. Pourquoi solaire? Parce que c'est le soleil qui va dominer dans cette famille, dans ce système, le système solaire. C'est le point central, le soleil est le point central. D'accord. C'est le roi. Alors comment est né notre système solaire? Alors l'explication la plus simple, la plus plausible, sans avoir bien sûr de démonstration, sans avoir d'image de photo, c'est simplement un immense nuage composé essentiellement d'hydrogène, de poussière, et par les forces de la gravitation, ce nuage, il s'est condensé. Condensé à un point que la masse volumique, donc la densité, la présence de matière par centimètre cube est devenue énorme. Ça a donné naissance à une boule suffisamment lourde, en guillemets, c'est pas les mots qu'on emploie en science, donc assez massive pour que ça enclenche les réactions thermonucléaires. Donc finalement, le Soleil est une bombe atomique. D'accord. Et où se trouve-t-il ce système solaire dans l'univers? Alors, ce système solaire dans l'univers, après de nombreuses observations, après de nombreuses études, eh bien, il a fallu d'abord identifier ce qu'on appelle la Voie lactée, ce qu'on appelle notre galaxie. Quand on l'écrit dans les bouquins, il faut que ce soit avec un G majuscule, pour indiquer que c'est la nôtre, là où on habite et où se trouve le Soleil. Alors, cette galaxie, on peut la comparer à cette table. À cette table, avec une certaine épaisseur, un diamètre. Eh bien, le Soleil, il est non pas au centre de la galaxie, non pas en périphérie, il est entre le centre et la périphérie. Alors, maintenant, quant aux distances, cette galaxie, elle fait 100 000 années-lumière. Si je traduis en kilomètres, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc 100 000 années-lumière, c'est-à-dire que si je pars d'une extrémité de la galaxie et que je vais y arriver à l'autre extrémité, à la vitesse de la lumière, il faut 100 000 ans. Donc le Soleil, il est au milieu du rayon, on va dire, ce qui fait qu'il est à mi-chemin entre le centre de la galaxie et la périphérie. Et maintenant, on sait qu'il est ni trop haut, parce qu'il y a des étoiles qui sont au-dessus de ce plan, et des étoiles qui sont en dessous. Parce que là, c'est une vue simplifiée d'une galaxie qui est comme une pizza, comme une galette. Mais en réalité, il y a un bulbe donc, au milieu, et il y a ce qu'on appelle après des amas globulaires qui sont autour. Et le Soleil, donc, occupe cet endroit-là, et qui est formidable. C'est encore, pour que la vie puisse apparaître aussi, c'est qu'il est ni trop proche du noyau, parce qu'il ferait trop chaud, ni trop éloigné, il ferait trop froid. Mais là, on n'en dit pas plus sur les nombreuses propriétés physiques et mécaniques du Soleil dans la Voie lactée. D'accord. Et que veut dire le mot planète? Alors, le mot planète veut dire vagabonde. Parce qu'à l'époque, on avait des sphères armillaires où on représentait les étoiles sur une sphère. Et puis on constatait que les étoiles, elles formaient entre elles, c'est tout à fait imaginaire, le cerveau il fait comme ça, qu'on aime bien associer certaines formes à certaines choses qu'on connaît de la vie de tous les jours. Et on s'est rendu compte que les étoiles, on pouvait faire un sablier, on pouvait faire un taureau, un verseau, pour prendre des mots maintenant plus proches. Et on se disait, mais les étoiles ne bougent pas. On appelait ça la sphère des fixes. Puisque les constellations, au fil du temps, les étoiles qui forment ces constellations ne bougent pas. Ne bougent pas à l'échelle humaine. Et puis voilà que on observait des petits points lumineux qui, eux, vagabondent un coup
à gauche, elles s'arrêtent, elles vont à droite, elles repartent à droite. On appelait ça donc des astres vagabonds. Et c'est après qu'on a su que ce n'était pas des étoiles, mais des planètes. Et on en a identifié, donc, à l'époque, hein, on va dire depuis Galilée, les Babyloniens, etc. Donc on avait, je vais le citer, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, alors Mars, planète rouge, Jupiter, Saturne, stop. Parce que Saturne, Uranus a été observé plus tard, plus proche de nous. Neptune, on l'a calculé la position avant de l'observer. C'est formidable. Ça montre la puissance des lois de Newton, hein, de la gravitation universelle. Et bien sûr Pluton, mais Pluton, je répondrai à une autre question. Hein. Donc, nous avons ces planètes qui sont des vagabondes. D'accord. Et il y en a combien qui tournent autour du Soleil? Alors, il y a quelques temps de cela, il y en avait 9. Et puis, on a déclassé Pluton, et il y en a 8. Officiellement, il y a 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Avant, il y en avait 9. Mais Pluton a été déclassé. Pourquoi il a été déclassé? Et c'est une logique qu'il a été déclassé. C'est suite au fait qu'on a découvert d'autres planètes dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est une sorte d'énorme ceinture d'astéroïdes au-delà de Pluton, et ces astéroïdes commencent à avoir la taille de à peu près Pluton. Alors on se dit, si on garde Pluton comme 9e planète et qu'on en découvre d'autres, ça sera 10 planètes. Après 11, 12, 15, 50. Et comme, d'une manière globale, ce sont quand même des petites planètes, eh bien, toute cette famille-là, on les a écartées comme étant des planètes. Par contre, elles ont un autre nom, ce sont des planètes naines. Naines ou transneptuniennes, c'est-à-dire qu'elles sont au-delà de Neptune. Donc finalement, si on pose une question aujourd'hui à un élève dans une classe, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? C'est 8. Et non pas 9. Bon, maintenant, s'il met 9, ça n'est pas de l'enseignant. Mais officiellement, c'est 8 planètes. Pluton, lui, il n'a rien demandé. Hein. On l'a déclassé. Voilà pour cette famille, ce système solaire de manière globale. D'accord. Donc la question, où est passée la planète Pluton? Et voilà, c'est l'homme qui l'a déclassé. D'accord. Mais on a expliqué pourquoi. Hein. Oui, voilà, l'explication a été donnée. Hein. Voilà. Alors, quels sont les différents corps célestes qui composent notre système solaire? Alors là, cette famille qui est le système solaire, il n'y a pas que le papa, la maman, il y a les enfants. Hein. Les enfants, puis au fur et à mesure, on va vers des choses qui composent toujours la famille, mais c'est très différent. Comme dans une famille, on est tous différents. Alors, heureusement, hein. C'est un bouquet, la famille, c'est un bouquet. C'est un bouquet, donc chacun apporte sa beauté. Alors, il y a donc dans le système solaire le Soleil, bien sûr. Hein. Le Soleil, il y a la famille des planètes, qu'on vient de parler. Il y a la famille des astéroïdes, qui sont des corps rocheux. Le plus gros, c'est Cérès. Il a la dimension de la France. Donc on ne peut pas le classer comme planète. Hein. Non, parce que quand on regarde les dimensions des planètes, c'est... Bah oui, par exemple, si on compare Cérès à la Terre, bon, on voit bien que Cérès a à peu près les dimensions de la France. Si on a le globe terrestre, hein, on voit la France, eh bien Cérès, c'est le plus gros astéroïde. Donc si on le classe comme planète, il faut déclasser les autres. Donc on revient sur le même problème de tout à l'heure que la ceinture de Kuiper, on aurait une famille non pas de 8 planètes, mais bon, ça ne serait pas logique. Donc du coup, on a les astéroïdes. Après, il y a les comètes. Les comètes qu'on peut qualifier comme, alors, comment dire ça, comme des astres qui font, certaines comètes font un aller et un retour.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles vont. Alors que les planètes, on sait très bien les décrire, aussi bien en se projetant dans le futur qu'en se projetant dans le passé. On peut dire, dans le passé, à telle époque, il y a eu telle et telle civilisation, il y a eu telle éclipse, il y a eu telle planète à tel endroit. On peut se projeter dans le futur, la prochaine éclipse, où seront les planètes. Par contre, les comètes qui sont non périodiques, comme on les appelle, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles vont. Ce sont des planètes à orbite qui sont paraboliques. Et du coup, ce sont des apparitions, un aller, un retour. Après, il y a les comètes périodiques. La comète de Halley, par exemple, qui revient à peu près tous les 75-76 ans. Et là, on sait son apparition, quand elle va partir, quand elle va revenir. D'ailleurs, Halley l'a prévu, aussi par les calculs. Donc, le Soleil, les planètes, les astéroïdes, les comètes, bien, globalement, c'est à peu près les grandes familles du système solaire. Après, bon, s'il y a des étoiles filantes, ce n'est pas d'abord des étoiles, ce sont des petits débris de poussière qui traversent l'atmosphère. Si cette poussière est un peu plus grosse, ça peut devenir un phénomène lumineux qu'on appelle le météore. Mais ça reste les poussières dans le système solaire. Donc on ajoute à la fin les poussières. Donc voilà pour la famille du système solaire. D'accord. Alors quelle est la place du Soleil dans ce système solaire? Alors quelle est la place du Soleil dans le système solaire? Alors, étant donné que c'est l'astre, alors parce que nous on peut employer le mot corps céleste, hein, parfois on ne sait pas, dans un texte pour éviter certaines répétitions, on dit voilà les corps célestes. Parce qu'on peut dire aussi les planètes. Donc tout devient corps céleste. Donc le Soleil est un corps céleste qui a la masse la plus importante. Comme on dit tout à l'heure, c'est le roi Soleil. C'est lui le roi. C'est lui qui trône, c'est le patriarche de la famille, le système solaire. Donc c'est celui qui est le plus massif. Et du coup, à l'astronomie, ce qui est le plus léger tourne autour du plus lourd. Ce qui semble une logique. Donc les planètes vont, du fait de leur masse qui est relativement faible par rapport au Soleil, dépendre du Soleil. Du coup, elles vont tourner autour du Soleil. Donc, si on regarde l'image d'un Soleil qui est un roi, les planètes, les comètes, les astéroïdes, c'est la cour du roi. Et ce sont eux qui tournent autour du roi. Donc l'image est toujours ce qu'elle veut dire, mais plus quelque chose est massif par rapport à quelque chose d'autre, plus quelque chose d'autre va tourner autour. C'est les forces. Le Soleil, c'est lui qui attire tout le monde. Mais les planètes ne sont pas bêtes. Elles ne vont pas tomber sur le Soleil. Donc qu'est-ce qu'elles font? Plus elles sont proches du Soleil, plus elles tournent vite. Si on prend Pluton, qui est une planète naine, elle est très très loin. Alors elle se dit, moi je suis tranquille à cette distance-là. Voilà. Donc c'est une mécanique super bien huilée. Quand on fera la vidéo sur les fractales, on découvre d'autres aspects, parce qu'il y a la mécanique qu'on voit, mais il y a des mécaniques qu'on ne voit pas. Elles sont subtiles. Et c'est en fonction des progrès de la science. Mais déjà, cette position, pour répondre à la question, c'est la position, alors en guillemets, centrale. Je n'ose pas dire dans l'absolu, puisque c'est une question très pertinente. Je profite de cette petite maquette, que en réalité, tout le système solaire, donc toutes les planètes, tous les corps célestes, ne tournent pas en réalité autour du Soleil. Ça peut paraître... Il arrive des moments où, eh bien, le Soleil et toutes les planètes tournent autour de ce qu'on appelle le barycentre. Alors, j'essaie par cette maquette d'expliquer ce que c'est. Alors, Saturne et Jupiter, ce sont les deux planètes les plus massives après le Soleil, bien sûr. Les autres, bon, on va dire que c'est quasiment insignifiant. Mais on va prendre un exemple extrême, c'est-à-dire qu'on va mettre les planètes toutes du même côté. Ça peut se produire, c'est extrêmement rare, mais ça peut se produire. Ça veut dire que
Nous avons en présence ici, en mécanique céleste, nous avons en présence, comme si on avait deux masses. La masse du Soleil et la masse de toutes les autres planètes. On a l'impression, a priori, que la balance peut pencher du côté où il y a les planètes. Eh bien non, c'est toujours le Soleil qui reste le roi. Mais, un simple calcul montre que la masse du Soleil et toutes les planètes ici, toutes les planètes font comme si elles étaient une planète unique. Ça veut dire que le centre de gravité, ce n'est plus dans le Soleil, c'est à l'extérieur du Soleil. Ce qui fait que tout le système tourne autour du barycentre, qui n'est pas un lieu matériel, c'est juste un lieu d'équilibre mécanique. Alors l'exemple qu'on peut prendre, si je prends par exemple une cuillère n'est pas homogène, puisqu'on a la cuillère et puis on a le manche. C'est le terme. Alors, si, par exemple, cette cuillère serait homogène, on n'aurait qu'une barre, le barycentre serait au milieu. On n'a plus qu'à mettre la règle, par exemple, la règle là-bas, on n'a plus qu'à le mettre au milieu. Et on la fait tenir en équilibre. Mais une cuillère n'est pas homogène, tout comme ici, la distribution n'est pas homogène. Ça veut dire qu'il y a un endroit où c'est plus lourd que l'autre, donc on a intérêt à faire bouger la règle, de manière à ce que le Soleil, lui, on va le rapprocher de mon doigt, et les autres planètes qui, elles sont moins massives, elles vont gagner en distance. Bon, on ne peut pas l'expliquer par une formule aujourd'hui, hein, mais il faut penser à une balance, qui au départ, la balance est un équilibre. Si je mets 1 kg d'un côté, 1 kg de l'autre, le barycentre est toujours au milieu. Si je mets 2 kg et 2 kg, pareil. Mais si je mets 10 kg et 1 kg, ça va faire ça. Ça, c'est une balance. Une balance, on n'a pas le choix, on ne peut pas la bouger, parce qu'elle est faite mécaniquement comme ça. Mais si on aurait une barre et qu'on mettrait 10 kg d'un côté et 1 kg de l'autre, on sera obligé de déplacer le milieu, pas dire, vers ce qui est le plus massif. Parce que la masse, une petite distance, les autres, petite masse, mais grande distance. Et ça fait un équilibre. Alors, c'est pour cette raison que avant, on pensait qu'on avait un système géocentrique. C'est-à-dire que tous les corps célestes tournaient autour de la Terre. Puis après, c'est devenu un système héliocentrique. C'est-à-dire qu'on a compris que c'est les planètes qui tournent autour du Soleil. Et maintenant, on a un troisième système, c'est le système barycentrique. C'est-à-dire qu'il arrive que des moments, eh bien, tout le système, il tourne autour de ce barycentre, qui est un point qui n'est pas matériel. C'est juste un équilibre mathématique. Voilà. Donc, la mécanique, elle est incroyable. Et je me répète, hein, la vidéo sur les fractales, ça enfoncera le clou par rapport à cette belle mécanique. D'accord. Alors maintenant, où se situe la Terre par rapport à ce système solaire? Alors la Terre, par rapport au système solaire, eh bien c'est la troisième. J'essaie de la visualiser ici. Bon, les autres, on le met où on veut. Donc on a ici Mercure, Vénus, la Terre. C'est la troisième. Ça, c'est l'observation qui nous dit ça. Hein. Troisième planète à partir du Soleil. Donc si j'ai écrit une adresse cosmique, Esther Foliro, troisième planète à partir du Soleil, France, Saint-Étienne, etc. J'arrête là. Hein. Donc, c'est la troisième planète à partir du Soleil. Ok. Alors, il y a de très nombreuses étoiles qui sont doubles ou même plus. Alors, notre Soleil, a-t-il une étoile comme compagne ou comme jumelle, peut-être? Très bonne question, parce que c'est très étonnant que le Soleil soit entre le centre de la galaxie et la périphérie. C'est étonnant aussi qu'il soit, on va dire, tout seul. Hein, tout seul. On ne parle pas des planètes. Hein. En tant qu'étoile, il y aurait pu y avoir une deuxième étoile. Et nous, avoir des planètes qui tourneraient autour de deux étoiles. Pareil, ces deux étoiles vont créer un barycentre et toutes les planètes vont tourner autour de ce barycentre. Là, ça serait exceptionnel
que les planètes tournent autour de l'une ou de l'autre. Là, il va se produire un barycentre, etc. Donc, à ce jour, eh bien, on a l'hypothèse, je dis bien une hypothèse, d'une planète, donc qui s'appelle Némésis, pas une planète, pardon, une étoile, qui s'appelle Némésis, mais c'est vraiment une hypothèse. Pardon, c'est une hypothèse, parce qu'on se dit, vu que la plupart des étoiles sont doubles, triples, bien, notre Soleil, on pourrait au moins le considérer comme ayant une compagne, et on l'appelait Némésis. Mais, hypothèse, on ne l'a jamais observée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais la science est avec les observations, elle avance. Hein. Donc à ce jour, Némésis, c'est une... Je ne dis pas qu'elle existe, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. On dit simplement une hypothèse. Comme ça, au moins, on se protège. Voilà, ouais. Alors, quel sera le destin ultime du Soleil et par votre conséquence de la Terre et de toutes les planètes? Alors là, vous touchez à une question qui fait appel à une connaissance non seulement de la dynamique du Soleil, comment il fonctionne, etc., mais aussi de son mouvement dans la galaxie. Alors là, je prends peut-être 1 ou 2 minutes, hein, parce que c'est dommage que dans la littérature scientifique, on n'en parle pas assez. Bien sûr, qu'est-ce qu'on dit? Voilà la galaxie ou la Voie lactée, voilà se trouve le Soleil, pas loin du bras d'Orion, parce que la galaxie a des bras, hein, spiraux. En général, ça s'arrête là, on donne les distances. Seulement voilà, depuis, je n'ai pas la date exacte de l'article où ceci a été découvert, hein, je dirais une quarantaine d'années, hein, depuis une quarantaine d'années, eh bien, on sait que le mouvement du Soleil n'est pas coplanaire. C'est-à-dire que si par exemple ceci est le Soleil, on explique que le Soleil tournerait autour de la galaxie, mais en restant sur le plan de la galaxie. Hein? Donc je vais me lever quand même. Voilà le Soleil, donc ça c'est le noyau de la galaxie, et ça c'est le Soleil qui tourne autour. Or en réalité, c'est pas ça. Le Soleil, il a un mouvement qu'on appelle sinusoïdal. C'est-à-dire que par rapport au plan de la galaxie, alors bien sûr qu'il passe dans le plan de la galaxie, hein, mais là on va maintenant supposer qu'il vient d'en bas. Pour expliquer ce que je veux dire. Hein. Parce qu'un mouvement sinusoïdal, c'est un mouvement qui, par rapport à une moyenne, ça monte et ça descend. Donc ici, le Soleil il est en train de monter. Il monte, tout en tournant, bien sûr, autour du centre de la galaxie. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repasser dans le plan de la galaxie. Il va, bien sûr, descendre. Il va remonter par ailleurs. Donc, il va faire ce mouvement, bien sûr, il faut que je passe à travers la table, ça lui fait un mouvement sinusoïdal. Hein. Alors ce mouvement donc, sinusoïdal, il est très intéressant d'une manière maintenant, quelle est la manière ultime du Soleil. Hein. Lorsque le Soleil, il est à son point où il devient ascendant, il monte. Alors c'est une hypothèse aussi, mais qui est plausible. Hein. Qu'est-ce qu'il consomme le Soleil? Il consomme de l'hydrogène, il le transforme en hélium. Quand il est dans le plan de la galaxie, il fait le plein. Il fait le plein en quoi? En hydrogène. Parce que c'est dans le plan de la galaxie qu'il y a des stations-service. Dans le plan de la galaxie. Donc dans ce plan de la galaxie, le Soleil, il fait le plein en hydrogène. Bien sûr, il ne s'arrête pas. Nous, avec son service, on s'arrête. Je ne vois pas autrement. Donc le Soleil, parce qu'il reste très longtemps quand même. Hein. Là, on parle d'une épaisseur qui est quand même à 1 million d'années, hein, de kilomètres. Hein. Donc le Soleil, il a le temps de traverser l'épaisseur de la galaxie et il fait le plein. Mais il continue son mouvement. Là maintenant, il a quitté les stations-service, mais il part avec le plein. Et là, il consomme son plein d'hydrogène, il le transforme en hélium. Arrive ici, il n'a plus que la moitié du réservoir. C'est une image, hein, mais qui veut dire une certaine réalité. Et là, qu'est-ce qu'il fait le Soleil avant de tomber en panne? Il repasse de nouveau dans son mouvement descendant, il repasse à nouveau dans le plan de la galaxie. Et là, il refait
il refait le plein. Bien sûr, il va faire le mouvement de l'autre côté. Il va remonter vers le plan de la galaxie. On comprend que son mouvement ascendant et descendant, le Soleil vide à peu près son réservoir. Mais arrivé vers le plan de la galaxie, il refait le plein. Et comme c'est un mouvement sinusoïdal qui se fait tout autour de la galaxie, ben le Soleil, finalement, il a du carburant. Et dans cette hypothèse-là, le Soleil peut très bien vivre, je répète, c'est une hypothèse pour l'instant, mais qui est extrêmement, de plus en plus plausible. Le Soleil peut vivre plus, je le dis franchement, il peut vivre plus que 10 milliards d'années. C'est la durée de vie qu'on donne aujourd'hui dans l'astrophysique classique. Et moi, je demande à tous ceux qui notre public, tous ceux qui nous suivent, de faire des recherches approfondies sur ce mouvement sinusoïdal du Soleil dans le plan de la galaxie et que l'hydrogène se trouve surtout dans le plan de la galaxie. Après, vous me dites, oui, mais pourquoi le Soleil, il revient sur le plan de la galaxie, il repart? Alors, le Soleil, il a un mouvement cinétique, il est lancé. Ok, il est lancé, mais les autres étoiles, ils visent au Soleil de ne pas aller trop loin, parce qu'on a vu, la masse attire. Donc, vu que la plus grande majorité de la masse se trouve dans le plan de la galaxie, les étoiles qui sont dans le plan disent au Soleil, attention, il ne faut pas aller plus loin. Donc le Soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Il tombe jusqu'à ce qu'il reprenne compte de la vitesse, il repart dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, il est rappelé aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce plan de la galaxie, c'est une masse. Une masse qui, relativement, même si les étoiles elles bougent, une masse reste conséquente. Donc le Soleil ne peut pas aller plus loin, puisque les étoiles le rappellent à l'ordre de revenir. Mais tout est bien orchestré, parce que ce Soleil va en profiter pour faire le plein. Donc tout le monde a y gagné. Donc à la question, donc, quel est l'avenir ultime de notre Soleil? Bien, selon cette explication, la durée de vie de notre Soleil peut très bien dépasser les 10 milliards d'années annoncées dans la littérature scientifique. Et je passe certains détails, quand on verra sur les fractales, il y a autre chose à dire sur l'avenir merveilleux qui attend le Soleil. Bah, ça fera partie d'une seconde vidéo. Mais c'est avec plaisir, hein, c'est avec plaisir. Bah, en tout cas, vous avez répondu à toutes les questions que j'avais. Oui, tout à fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le système solaire. Voilà, partie 2, ça sera le côté fractal. Là, pour l'instant, on est vraiment resté, il faut le dire très clairement, on est resté vraiment dans un système solaire classique. À la limite, certains vont dire, tiens, j'ai peut-être appris le mouvement sinusoïdal du Soleil autour de la galaxie. Oui, sinon le reste, c'est vraiment du classique. La vidéo numéro 2, notre système solaire est-il fractal, la partie 2, là, ça sera sur très bien. des fractals. Bien, Merci beaucoup de vos questions, de votre accueil. Merci des réponses. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.